صعيبة واش راك تشوف فيها مالكش بال مالكش هو كاسب بزاف سي بون لو كان مالكش السلام عليكم مرحبا بكم في نوتر دوزيام ايبيزود. اليوم ماشي نكون وحدنا، اليوم فافا نيفيتي ماشي نيمبورت كال انفيتي بصح هما ندخلو في هذه فوالا على بالهم. Comme vous l'avez vu sur la miniature, d'ailleurs, je pense la moitié ils ont cliqué pour lui. Wallah. On va pas se mentir. Voilà. On veut vous remercier d'abord à vos retours sur Insta, YouTube, Facebook. Vraiment. Donc mille merci pour tous vos retours, tous vos gentils commentaires. On a été extrêmement surpris et ça nous a fait énormément de plaisir. Ou sinon, شنو ندخلوا شويه في الديبا taclez-nous un peu plus. Voilà. باليش انا. On veut avoir vos points de vue. On veut que vous nous contredisiez. Voilà. C'est ça. On Léoma, parle de l'invité. l'invité, je crois qu'il n'y a rien à dire sur lui. Là, c'est bon, ils ont cliqué à l'appel. Donc, c'est quelqu'un qui qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il a bercé notre cursus. Voilà, il nous a Voilà. la première année. C'est quelqu'un qui nous a énormément inspiré dès la première année, aussi bien de par sa personnalité que de par son charisme, que de par l'architecture qu'il produit, que de par son courage d'exercer en Algérie, que de par sa réussite, comme quoi un architecte algérien peut réussir. Donc mille merci, monsieur MLM. Je vais rajouter quelque chose. Le fait qu'il est déjà toujours à la disposition de l'étudiant, malgré que je te le garde et tout, il a le droit. Il était très accessible, il était très dévoué, il était très sincère avec nous. D'ailleurs, on va appeler la vidéo MLM à cœur ouvert. Voilà. Et dédicace à Mohamed Ben Moumish. Et moi. Allez, on les laisse découvrir mal. Allez, bon visionnage. Salam alaikum. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui ne nécessite aucune introduction. La personne qui est devant vos yeux ébahis fait tout. Donc le muqaddima voilà. Alors on a le plaisir d'accueillir le monsieur l'arrivée. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce que je peux bien raconter. Merci beaucoup en tout cas. Donc, on va un peu vous déranger avec quelques sujets aujourd'hui. Alors, vous vous dites architecte algérien. Vous dites que vous auriez été malheureux si vous aviez exercé ailleurs. Oui. Que pensez-vous de l'architecture qui se fait aujourd'hui en Algérie et que proposeriez-vous pour trouver des remèdes pour changer ce qui se fait? Je confirme que j'aurais été malheureux ou du moins j'aurais pas connu le même bonheur et la même fierté d'exercer ce métier ici ou ailleurs. Certainement que j'aurais eu une carrière correcte. Je veux dire, je pense pas que j'aurais pu avoir ma petite agence, mes projets et tout ça, mais essayer de faire ce métier ici, ça a quelque chose qui est de l'ordre de la construction qui dépasse l'architecture. C'est de la construction d'une société, la consolidation d'un certain nombre de valeurs. Ça participe à la construction du pays. Pas du point de vue uniquement architectural, dessiner un beau bâtiment, le poser correctement, vraiment tout ce qui entoure l'architecture et toutes les questions qui sont autour de l'architecture. Chose qui n'est pas forcément possible de faire là-bas pour les 20 000 ou 50 000 architectes qui exercent en France ou les 150 000 qui exercent aux États-Unis. Et c'est pour ça que je confirme, je ne regrette pas d'avoir essayé d'être architecte dans ce pays. Après, que pensez-vous de l'architecture en Algérie? On va poser la question différemment. C'est quoi être architecte? Pour vous, ça vous semble être une espèce de bijection facile, architecture, architecte? C'est pas aussi simple que ça. C'est quoi être architecte en Algérie? Quand on sait que c'est un métier qui est récent, ou du moins l'architecte libéral qui exerce à son compte et qui signe ses projets. C'est pas avortement. C'est quelque chose qui date de 95, c'est rentré en application en 96-97 avec la loi sur l'architecture.
Et c'est un métier, je le dis, je le répète, on est né par avortement parce que ça a été une conjoncture politique dans les années 86-87 avec la crise économique, avec les instructions du FMI pour gérer les problèmes que traversait l'Algérie, c'est de se débarrasser de tout ce qui est devenu après profession libérale et qui était à la charge de l'État. Nous ne sommes pas seuls. En même temps, il y avait les ingénieurs qui se sont installés à leur compte. Les huissiers, avant 95, il n'y avait pas des huissiers privés. Les huissiers, c'était un officier public. Le notaire était un officier public. Les seules activités ou fonctions qui ont tout le temps gardé leur caractère libéral, c'est médecins et avocats. Tout le reste de ce qu'on connaît de la profession libérale en général était un truc public. Donc quand il a fallu se débarrasser de ces professions-là et les rendre libérales, c'est comme ça qu'il y a eu la discussion sur la création, la remise en marche de l'ordre des architectes, parce qu'il a existé jusqu'en 70, avant qu'il soit dissous et intégré les associations qui étaient liées au parti. J'ai été président du conseil local d'Alger. Le premier président du Conseil national, ça a été mon ami Achour Mehoubi, qui a présidé aux destinées du Conseil national pendant 2 ans, avant de subir le premier coup d'État scientifique. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai assuré la présidence pratiquement quasi continue du premier mandat, presque. Il y avait un président qui avait arrêté, je sais pas, il a comme ça. Voilà, donc effectivement, non seulement on a remis l'ordre en place, mais aussi j'ai eu à exercer les fonctions de premier président. Comme toute une génération d'architectes, vous avez Boutrid à Abdjaya, vous avez Benouali à Tizi Ouzou, vous avez Hamdani, Allah yarhamou, confrère qui est décédé il n'y a pas longtemps. Toute cette génération a été dans les instances, les premières instances de l'ordre des architectes dans les années 90. Et alors, quand on se pose la question, c'est quoi être architecte, on se rend compte que c'est un métier qui n'a pas d'ancrage social. Ce n'est pas un médecin, le métier de médecin, il a un ancrage. Le métier d'avocat, il a un ancrage. On a des familles d'avocats, on a des familles de médecins. En 90, il n'y avait pas des familles d'architectes. Quand j'ai décidé de faire ce métier, c'est à peine si on savait ce que c'était être architecte. Par élimination. Par élimination, je veux dire. Et je suppose que mon père, Allah yarhamou, devait être un peu inquiet de ce métier-là, dont il ignorait tout et qui n'avait aucune... il n'y avait pas de statut. Vous voulez des tabib, oui. Vous voulez des avocats, oui. Vous voulez des architectes. À la limite, vous voulez des ingénieurs, ça sonnait un peu juste, parce que on avait besoin d'ingénieurs à l'époque pour construire la petite extension de la maison où on a habité pendant la Khol. Lui, il avait besoin de l'ingénieur parce qu'il avait construit la mosquée Ben Badis, qui a fini par héberger le fils dans les années 90. Et donc, il savait ce que c'était un ingénieur, mais architecte. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait tous ces problèmes-là, parce qu'on est un métier tout à fait récent. Et en même temps, c'est un métier qui a besoin de liberté, c'est un métier qui a besoin d'une économie saine, c'est un métier qui a besoin que les choses soient organisées un petit peu, que les rapports à l'argent soient clairs. Et donc, comme on est dans un pays qui n'a pas encore réglé tous ces problèmes-là, il est évident que le métier d'architecte souffre d'un certain nombre de choses qui ne sont pas encore établies. Mais chacun de nous, dans les limites de ce qu'il peut faire, a comme, pas obligation, mais ça serait bien qu'il essaye d'insuffler quelque chose qui puisse donner envie d'être architecte et qui puisse expliquer à la société, expliquer aux politiques ce que c'est qu'un architecte, surtout expliquer qu'il y a une plus-value derrière le métier d'architecte. L'architecte, ce n'est pas le gars qui a le cachet al-Hamradek pour signer les permis de construire, sans quoi on ne peut pas construire. La mythe s'en fout royalement. L'architecte, c'est quelqu'un qui est capable de gérer des équations complexes, aussi bien des équations techniques que des équations culturelles, que des équations sociales, que des équations économiques.
Avec le temps, on se rend compte qu'on est vraiment à la croisée de toutes ces choses-là. Et c'est ce qui rend le métier passionnant. Vous avez parlé de liberté pour l'architecture. Est-ce que vous ne trouvez pas que les réglementations d'aujourd'hui font face à cette liberté d'architecture? La liberté dont je parle, c'est la liberté de jugement. Ce n'est pas forcément la liberté de conception. Effectivement, il y a des règlements qui sont emmerdants. Et il faut faire avec. Il y en a qui sont complètement chouïa, qui défient les logiques scientifiques. Mais il faut faire avec. Il y a des règlements d'urbanisme qui sont très faibles, très mal faits, et on se bagarre pour faire avec. Ça fait partie de l'environnement de l'architecte, qui parfois n'est pas à la hauteur de ce que devraient être tous les acteurs qui participent à l'acte de bâtir. Mais la liberté dont je parle, c'est que quand tu es en train de réfléchir sur un sujet, quand tu dois répondre à un problème, quel que soit le problème, il faudrait que tu puisses être libre des décisions que tu prends et des choix que tu fais. Et cette liberté, tu ne peux pas l'avoir quand tu es architecte salarié dans un bureau d'études publiques. La condition. Tu es là pour faire du chiffre et ton directeur, qui est rarement un architecte, a besoin que tu fasses du chiffre. Et donc, s'il faut résoudre des problèmes de logement d'une manière ou d'une autre, comme il faut les résoudre, parce que c'est comme ça qu'il nous est demandé de les résoudre pour faire entrer du fric, pour faire payer les salaires. Donc, ce n'est pas toi qui vas commencer à philosopher sur la question du logement. Tu ne peux pas être libre si l'accès à la commande publique, n'est pas transparent. Le manque de transparence fait que l'accès à la commande publique devient problématique. Et donc, quand tu as accédé à un certain nombre de projets, pas avec toute la transparence qu'il faut, c'est compliqué après d'avoir un rapport d'égal à égal avec la maîtrise d'ouvrage, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est une profession réglementée, justement. C'est pour permettre à l'architecte, protégé par l'ordre des architectes, d'avoir cette liberté. Mais c'est aussi, et encore une fois, les gens ne le répètent pas souvent, et encore pas les architectes qui sont dans les institutions, l'ordre des architectes, ça protège aussi le citoyen des architectes. Parce que nous sommes une profession réglementée, et la profession réglementée a quelque chose de dictatorial, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est une Isaba autorisée. Qui est mal à Isaba des avocats, qui est mal à Isaba des médecins. Et donc, l'ordre des architectes aussi, les institutions Hado permettent de garantir aux citoyens que les choses soient bien faites. Et donc, voilà, cette notion de liberté, elle est un peu sous-jacente à tout ce à quoi on peut penser et comment est-ce qu'on doit faire les choses. Moi, j'ai une question là-dessus. Pour le projet de la CNEF de Sétil, oui. Si le jury n'avait pas été des enseignants, est-ce que vous pensez que vous auriez eu le projet? C'est pas sûr. Pas les enseignants, ces enseignants-là. Ces enseignants, c'est-à-dire un type comme Hamouche, un type comme Hamid Gouatfel, un type comme Ravero, pas Ravero, pardon, Raviard. Ces enseignants-là qui avaient Azouz Mazalouhi, dont l'intégrité intellectuelle était totale et indiscutable. Et donc, pas uniquement le jury, l'organisateur aussi, qui était un ancien directeur de l'EPO, Boudiaf, je ne sais pas s'il est encore en vie. Mais après avoir été directeur de l'EPO, il est passé à la CNEP pour être dans la direction des affaires immobilières, et c'est lui qui a organisé le concours, et c'est lui qui a eu cette idée géniale d'organiser d'abord un jury ouvert, un jury connu, c'est-à-dire que tout le monde savait qui était le jury. C'était transparent, on savait qui allait avoir dans le jury. Et c'était un concours en 2 temps, sur esquisse puis sur avant-projet. Le projet a évolué entre l'esquisse et l'avant-projet. Et je pense qu'on n'a jamais eu à organiser un concours de cette transparence et de cette limpidité depuis. Ce qui est rare aujourd'hui.
Voilà. Mais encore une fois, la question qui se pose, les conditions d'exercice d'aujourd'hui n'auraient pas permis, il aurait fallu que j'ai déjà fait une tour Pour avoir ce projet. pour pouvoir participer au concours. Les conditions d'éligibilité qui existent depuis une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, qui sont au demeurant des conditions logiques dans des pays où les choses se passent logiquement, deviennent complètement aberrantes chez nous. Vous avez 30 ans. À l'époque, 64, 94, oui, j'avais 30 ans pile. Je venais de terminer mon service militaire, mon service civil. Et hier? Hier, j'ai fait 60 On a ans. oublié, lui, c'était mon anniversaire. Ça fait 30 ans. C'est à peu près, même plus que votre âge. Ah oui. Ouais, plus Le que double, votre âge. le double. Presque. Voilà. Et donc, ça fait 30 ans que j'exerce ce métier, on va dire. Et comme quoi, les conditions d'éligibilité sont discutables. On a tout le temps eu cette fâcheuse manie d'importer des règles sans importer l'environnement qui vient avec. Et donc, quand tu poses la question, tu te dis c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Mais c'est pas que ça qui se passe comme ça ailleurs. Je veux dire, beaucoup de choses se passent différemment ailleurs. Quand tu démarres, il y a les concours de la jeune architecture. Et après, quand tu commences à gagner des concours, tu augmentes en cadence, tu deviens connu. Il y a les revues, il y a les débats d'architecture, il y a les publications. Et donc, théoriquement, si tu es un architecte qui a du talent et qui participe au débat et qui a démontré qu'il était capable de sortir des bâtiments sérieux, théoriquement, tu grossis en même temps que ton agence grossit, en même temps que tu commences à avoir des projets. Donc, au bout de 20 ans, quand tu peux accéder à faire un grand projet, un hôpital et tout, c'est la récompense de 20 ans. Et cette récompense de 20 ans, elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde, il suffit juste d'être bon. Donc c'est normal là-bas que pour faire un hôpital, ils demandent des références parce que c'est des choses qui sont compliquées. Et qu'il y a une cinquantaine, une trentaine, une vingtaine d'architectes qui ont les références pour ça. C'est aussi une manière de diviser le travail et de simplifier les procédures, parce que le concours ouvert, très compliqué à gérer, beaucoup de contestations. Mais Hnaya, ils prennent que la dernière partie du sujet. Bien, il faut avoir fait pour faire. Il faut avoir fait pour faire, ce n'est pas la garantie. D'autant plus qu'on connaît la nature de la commande publique et la médiocrité de la commande publique. Ce n'est pas parce que tu as fait 3000 logements à l'ADL qu'on peut te faire confiance pour faire du logement sérieux. C'est pas parce que tu as sorti 10 lycées qui ne sont pas d'une très très grande qualité que tu peux sortir un 11e correct. Et donc voilà, on est dans des situations où le manque de transparence, le manque de débat. Est-ce qu'on débat d'architecture? Non. Les quelques revues qu'il y a vont bientôt disparaître à cause du problème du papier, à cause du problème de la pub, à cause que les gens n'achètent pas, à cause que les universités n'achètent pas. Nous avons 16 instituts d'architecture et mon ami Akli Amrouche souffre pour distribuer ces numéros parce que vous imaginez la seule revue d'architecture algérienne, la Madinati, théoriquement chaque institut il en prend 20. Vous êtes au moins 200 par institut. Il en prend au moins 20. Si seulement des instituts pouvaient acheter On débattrait d'architecture. On débattrait d'architecture et ça permettrait à ces revues de continuer à exister. Mais voilà, donc le débat n'existe pas intellectuellement, il n'existe pas matériellement, parce que bientôt les revues ne sortiront pas, parce qu'ils n'ont plus de sous. Et donc, quand il n'y a pas de débat, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de transparence, ça veut dire que c'est compliqué de faire évoluer ce métier quand il n'y a pas de transparence et quand il n'y a pas de débat. Débat, transparence, ça rejoint les conditions minimales qui sont la liberté. C'est compliqué quand il n'y a pas de liberté. C'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de transparence et qu'il n'y ait pas de débat. Mais ça reste un métier fabuleux, je veux dire. À chaque fois qu'il y a un petit centimètre carré à gagner pour les architectes, il faut se bagarrer pour le gagner. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que si je prends mon cas, moi, le fait que vous soyez là, c'est une grande victoire pour moi. Je veux dire, c'est super. Parce que vous allez transporter cette parole, vous allez la diffuser, vous allez en débattre, et donc ça va faire
ça va faire son petit bout de chemin. Mais on sera là souvent. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, c'est ça. J'aurais pas cru qu'un jour je pourrais discuter comme ça avec des jeunes architectes d'architecture. Eh ben, je serais peut-être parti à 30 ans, mes clics et mes claques au premier coup de feu d'un terrorisme, je serais parti et je me serais installé en France et j'aurais été dans une grande agence parisienne. Mais je me suis toujours dit que c'était un métier qu'il fallait faire chez soi. Je veux dire, c'est des métiers d'ancrage. Ouais. Même si c'est crasseux ici, si c'est compliqué, si c'est pas du tout comme être architecte au Maroc, en Tunisie, en France ou à Londres, mais il faut trouver le moyen d'être architecte ici. Vous n'auriez pas eu à défendre un mur opaque de 100 mètres carrés à Wali. Voilà. Parce que le Wali là-bas, ce qui correspond au Wali, il n'a pas son mot à dire sur l'architecture. Ouais. Il y a des institutions, il y a des architectes, il y a un débat d'architecture, il y a des confrères qui ont le droit de parler d'architecture. Et le Wali là-bas, il est là pour l'opportunité de la dépense. Est-ce que vous pensez qu'un type comme Chirac, qu'il repose en paix, a compris quelque chose au musée du Quai Branly? Galoulou, c'est celui-là le meilleur. Galoum, c'est celui-là le meilleur. Salam alaikum. Et il s'est avéré que c'était le meilleur. Et il s'est avéré que ça devient une fierté de la capitale française d'avoir le musée du Quai Branly. Je veux dire, on ne peut pas demander à Chirac, avec sa culture de Corésien, de comprendre quelque chose à ce qu'a dessiné Jean Nouvel. Mais parce que les choses sont réparties, chacun son boulot. Chirac, il a pensé poser un musée, il a choisi l'endroit, et le reste, c'est l'affaire des architectes et des critiques d'architecture. Et donc voilà, mais défendre un mur de 100 mètres carrés sans ouverture, ça fait partie aussi du boulot d'éducation qu'on doit faire. Pas seulement d'éducation, mais de délimitation du territoire de l'architecte. C'est-à-dire, quand j'ai découvert ce métier, j'ai découvert que ce métier n'avait personne pour le défendre. Non, toujours pas. J'ai l'impression qu'il n'y en a toujours pas. Autant il y avait les médecins, ils avaient un ordre, les avocats, ils avaient un ordre. Les architectes qui débarquaient, pour la plupart, ceux qui avaient les Qbelna, ils étaient dans les bureaux d'études publiques. Les Kbar Alina, ils étaient usés. Là, on débarquait, on avait 28, 29, 30 ans, dans un métier qu'il fallait construire de toutes pièces. C'est-à-dire que, comme je l'ai écrit dans mon livre, on devait nous-mêmes constituer le sol sur lequel on devait marcher. Parce que le bon sol n'existait pas. Parler d'architecture avec des mots d'architecture. Parler d'architecture avec des mots d'architecte. Et ça n'existait pas quand tu travaillais au BEREC ou là au BEREP. Ça dépend quand tu rencontrais. Et encore, je parle de la deuxième partie de ces bureaux d'études-là, parce que dans les années 70, c'était de véritables laboratoires où, quand il y avait beaucoup d'architectes étrangers, des Roumains, des Russes, des Polonais, des Italiens, des Vénézuéliens, des Péruviens, qui venaient participer à l'éclosion de ce pays, les bureaux d'études comme l'ETO, comme le BEREC, du temps de l'AUA et tout. L'AUA, il y avait Ricardo Bofill à l'époque au BEREC. Donc là, c'était de vrais laboratoires d'architecture. Dans les années 90, plus d'argent, on a remercié tout le monde, on a commencé à former des architectes. L'algérianisation des cadres, l'algérianisation de l'enseignement, l'algérianisation de la profession. Donc on s'est retrouvé un petit peu et on a perdu en qualité, on a perdu en débat. Je veux dire, ça fait jamais de mal de discuter avec des gens qui viennent de loin des questions d'architecture. Et donc là, quand on est arrivé, le pays était en crise, il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas de programme. Et l'architecture n'était pas au centre des débats. Elle n'est toujours pas, mais on parle un peu plus d'architecture maintenant qu'il y a 20 ans. Il n'y avait pas autant de bâtiments à faire. Peut-être que c'était un peu mieux, parce qu'il n'y en avait pas autant, et donc il y avait peut-être un terrain vierge, il y avait peut-être cette responsabilité, comme quand tu avais un projet, c'est que tu avais vraiment de la chance. C'est-à-dire, et donc tu te disais, il faudrait qu'il soit magnifique parce que c'est le projet. Chaque projet était le projet. Aujourd'hui, j'ai des confrères qui font 2000 logements tous les 2 ans. Donc, pour eux, c'est devenu des machines à cash, quoi. C'est même plus des agences d'archi. J'aurais une question. Oui. Est-ce que l'architecte a sa part de responsabilité dans ce phénomène de façade en briques, porte-à-faux d'1,30 m, garage au rez-de-chaussée? Oui et non.
Alors oui et non, oui et non, oui et non. J'ai pensé ça longtemps, de coller ça sur le dos des architectes. Après, quand on vieillit un peu et quand on essaie de considérer que l'architecture n'est qu'un maillon de l'occupation du territoire, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'architecte qui décide de comment on occupe le territoire. Il y a la sociologie, il y a l'économie, il y a tout, il y a l'histoire, il y a le terrorisme, il y a. Et donc, tu te dis que celui qui construit un garage en bas, le balcon à 1,50 m, dès que tu arrêtes de poser un regard d'architecte, mais tu poses un regard d'urbaniste, l'angle de vue, il change. On comprend tout de suite. On comprend tout de suite pourquoi il le fait. Problèmes sociaux. Ce n'est pas des problèmes sociaux, c'est une manière, à la limite, c'est une manière de regarder efficacement le territoire. Pas avec un regard d'architecte, mais avec un regard de celui qui a un petit peu d'argent, qui a acheté le terrain, qui construit pour lui, pour ses enfants, et donc qui fait du mieux qu'il peut. Et en face, il n'y a aucune institution qui lui garantisse qu'ils sont capables de faire mieux que ce qu'il doit faire. À la limite, quand tu as 8 mètres et que tu poses 3 poteaux, 4 mètres, je ne sais pas pourquoi l'architecte ne va pas diviser ça en 4. Je veux dire, voilà. Au pire, il va te dire, ah, je vais te faire reporter de 8 mètres comme ça. Mais tu vas casquer la ligne, tu vas casquer une poutre de 70 cm. Donc, voilà, c'est-à-dire que l'occupation du territoire, cette architecture qui obéit à un phénomène qui est beaucoup plus grand, qui est celui de la sociologie, celui de l'économie, celui de la politique, celui de la gestion de la chose commune, et celui de la culture, et c'est tout ça qui aboutit à ce type de phénomène. Après, nous ne sommes pas dans des situations qu'on a inventées. Le Portugal est passé par là dans les années 70, c'était un pays pauvre, mais les architectes ont réussi dès 74-75, quand il y a eu j'ai oublié comment il s'appelle, la révolution des œillets. Les architectes ont pris part à la reconstruction du Portugal en regardant la société, et regardant les travers de la société et les besoins de la société, et en faire quelque chose de consistant. C'est-à-dire qu'on aurait, nous, regardé ce phénomène-là qui s'est étendu sur tout le territoire, avec un regard d'urbaniste plus qu'avec un regard d'architecte, on se serait posé quelques questions sur les besoins des gens. On aurait pu peut-être accompagner cette espèce de métastase générale sur tout le territoire avec un peu plus de bonheur. C'est-à-dire que quand on voit les logements sociaux qu'a dessiné Alvaro Siza, que j'ai visité cet été, c'est pas plus compliqué que ce qu'on a ici, je veux dire. Mais tu sens, d'une part, qu'il y a des architectes qui ont réfléchi à la question de l'usage, et tu sens aussi, et c'est là où cette idée que c'est un métier qui est nouveau, qui n'existe pas, et donc qui n'est pas ancré socialement, et donc on n'est pas encore des acteurs fiables, ou du moins à l'époque, il y a 10-15 ans, on n'était pas encore des acteurs fiables à qui on pouvait faire confiance pour gérer ces questions complexes qui sont de l'ordre du territoire, parce que le métier d'architecte n'existait pas. Il se trouve malheureusement que 30 ans après, on ne peut pas dire qu'on ait fait de très très jolies preuves de notre capacité à transformer le territoire de manière heureuse. Donc je pense que cette question-là de l'architecte et de ce porte-à-faux d'1,50 m, je pense qu'elle va durer encore longtemps, parce que nous ne sommes même pas foutus de répondre à ce genre de questionnement de manière sérieuse, esthétique, fiable, tu vois. Il faut renforcer exactement ce que je dis tout le temps. L'architecte, il est là pour comprendre le citoyen et apporter ses solutions. Pas pour le critiquer et lui imposer une architecture qui n'est pas la sienne. Oui et non. Alors là aussi, on est dans des métiers de sachants. Il ne faut pas croire qu'on a construit les villes du 19e parce que les citoyens étaient du niveau des villes du 19e. Les bâtiments, il ne faut pas croire que Corbu a dessiné ces bâtiments parce que les gens qui allaient y habiter adhéraient à l'architecture de Corbu. Il y a quand même des... Voilà, il y a quand même... c'est comment est-ce... Voilà.
Une société, c'est encore plus complexe, où chacun doit jouer sa part de partition. Le citoyen n'est pas le seul, n'est pas le plus important dans cette affaire. Je veux dire, le citoyen, c'est une équation parmi tant d'autres. C'est un élément de l'équation. Et il faudrait qu'il formule lui-même une équation, une manière de poser le problème de manière, je veux dire, fiable, quoi. Pas uniquement qui correspondent à, pas uniquement ses besoins. Ces besoins ne sont pas forcément les besoins de la société. La société, c'est quelque chose d'assez complexe. Tu parlais de Hassan Fethi, quand il aura construit le Gourna, les gens ont quitté. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il est... La problématique principale, c'était l'habitant. Oui, mais il est resté vide jusqu'à ce que des Suisses s'en occupent depuis quelques années. Avec le village Al-Yahmahjor, jusqu'à ce qu'il y ait des associations suisses qui se réveillent un matin pour dire on a un joyau d'architecture et d'urbanisme. On ne s'en rend pas compte. Et on ne s'en rend pas compte. Parce que l'Égyptien de l'époque, pour lui, la modernité, c'était construire en béton, la brique et avoir un climatiseur. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance aux citoyens finalement? Il faut savoir brusquer les choses, oui. Tu vois, donc, voilà, c'est ça aussi, sentir la société, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Après, il y a des règles de vivre ensemble, il y a des règles urbaines, il y a des règles économiques, il y a une société où les gens payent l'impôt, une société où les gens ne payent pas l'impôt ne fonctionne pas de la même manière. Une société où il y a des syndics d'immeubles, une société où il n'y a pas de syndic d'immeubles, ça ne fonctionne pas de la même manière. Poser un syndic d'immeuble, c'est un acte culturel, ce n'est pas uniquement un acte administratif. Et donc, l'architecture, elle intervient dans ces eaux-là. Et sur ces questions-là que vous posez, le citoyen peut être considéré comme un élément intéressant, mais qu'il faut mettre dans une équation un peu plus grande, qui dépasse le citoyen. C'est pour ça que les plans d'urbanisme sont intéressants, c'est pour ça que dessiner un lotissement en posant des règles sérieuses et en faisant respecter les règles, c'est ça le pouvoir d'un État, c'est de poser des règles. On aurait pu avoir les mêmes... tous les lotissements qu'on voit, dont on se plaint, en fait, c'est parce que les lotissements sont mal faits et les règles ne sont pas respectées. C'est tout. C'est-à-dire que les premiers lotissements des années 90, Kadat, où ils donnaient de grands terrains, où les gens respectaient qui que tu construis 30%, tu construis 30%. Tu dépasses 30%, tu as des problèmes. Qui des R+1, des R+1, et les gens respectaient. Et puis avant, les gars, ils mettaient un trottoir d'1,5 mètre, une belle chaussée de 6 mètres, un trottoir d'1,5 mètre, et les gens n'allaient pas gratter 50 cm de la limite du terrain et tout. Il y avait une espèce de rapport entre l'État et le citoyen qui était encore un rapport régalien qui était intéressant. Ce rapport-là, on l'a perdu par faute j'allais dire, de conduite de la chose publique, c'est-à-dire que les systèmes politiques qui se sont succédés, on avait peur de Boumediene, on avait un peu peur de Chadli, et donc les gens respectaient. Dès qu'il n'y a plus eu cette peur, on a dépassé la peur, le rapport avec l'État est devenu un rapport de prédation, et donc on a commencé un peu d'abord à ne plus savoir dessiner un lotissement, ne plus savoir ce que c'est qu'une densité, ne plus... Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans ce pays, on a fait des logements sociaux de 120 mètres carrés de terrain? Des logements sociaux, des lots, des lotissements, de lots sociaux de 120 mètres carrés de terrain, alors que finalement, construire son propre logement, c'est l'affaire d'une vie, c'est pas l'affaire de quelqu'un qui n'a pas les moyens. On est allé inventer cette histoire de lotissements sociaux pour des lots qui sont de 10 par 12, ou là, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu peux attendre d'un lotissement social où tu lui donnes 120 mètres carrés, où tu mets, pour encaser 3 millions, tu mets des voies de 5 mètres. Comment tu peux imaginer que ce lotissement puisse, quand on sait comment est-ce qu'on a dessiné des lotissements des années 90, lotissement Kadat, une belle voie de 8 mètres, des terrains 300, 400 mètres carrés, on retombe sur des lotissements sociaux de 120 mètres carrés, on se demande que ça devient des coupes-gorges 10 ans après. Je veux dire, voilà, il y a une part de... Ça rejoint un peu qu'on n'a jamais eu le regard qu'il faut sur le territoire. Parfois, on est dans la dispersion et la gabegie. Ils te mettent
un petit commissariat sur un terrain de 3000 mètres carrés ou une poste sur un terrain de 3000 mètres carrés. Et parfois, ils te mettent des densités de 300 logements à l'hectare, des densités intenables, je veux dire. Parce que ce regard sur le territoire, on ne l'a jamais réussi à l'avoir parce que c'est des métiers qui s'apprennent. Et il faut quand même un bout d'expérience pour comprendre, pour faire la différence, j'allais dire, entre 1 mètre carré, 10 mètres carrés, 100 mètres carrés, 1 hectare. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'urbanisme qui ne savent pas exactement ce que c'est qu'un hectare. Et donc, le citoyen est important, ce n'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est de construire un corpus social. Dans ce corpus social, il y a l'État, il y a l'autorité, il y a l'économie, la sociologie, la société fait, le citoyen fait partie de ce dispositif. Et si on n'est pas trop con, on arrive à trouver les équilibres pour que chacun trouve sa part de bonheur dans l'histoire. Mais personne n'est là pour imposer sa manière de voir, aussi citoyen soit-il. Sauf s'il s'appelle le Corbusier. Après, voilà, après, on a des choses qui arrivent comme ça, comme Corbu, comme un certain nombre d'architectes qui arrivent avec une manière de voir les choses, des choses expérimentales. Derrière, il y a des politiques qui sont intéressés, derrière, il y a des industriels qui sont intéressés, derrière, il y a des mécènes, derrière, il y a toute une société qui boue et qui accepte ce type d'expérimentation. Et les choses se font et puis finissent par devenir des choses intéressantes pour la société, parce que la société a besoin d'innovation, a besoin de progrès. La notion de progrès est une notion importante, qui intéresse les architectes au même titre qu'elle intéresse les scientifiques ou les mathématiciens. Je veux dire, on est tous dans cette quête de progrès. Mais la quête de progrès veut dire que le progrès veut dire qu'on réfléchit un peu pour le bien du plus grand nombre. Le progrès n'existe pas pour soi. Tu vises le progrès pour toi. Ça n'a pas de sens. Le progrès n'existe que s'il est partagé. Vous êtes un nostalgique de l'architecture moderne. Pas tout à fait. Je ne suis pas un nostalgique de l'architecture moderne, je suis un nostalgique de l'architecture qui cherchait à fabriquer du sens et à fabriquer du bonheur pour le plus grand nombre. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui était intéressant. Là, j'ai découvert l'architecture dans les années 80. J'ai commencé mes études en 81. Donc, on va dire que je suis une génération qui s'est intéressée à l'architecture entre 80 et 90. C'est un peu au contraire en Algérie, ça. Il y a eu une petite 80-90, on recevait les contre-coups des grandes réflexions avec 5-6 ans de retard. Donc, quand j'ai commencé à faire mes études d'archi, on se ramassait tout le congrès de Venise. Et les effets du congrès de Venise, il y a la revue de l'école d'archi Marne-la-Vallée, un numéro bleu spécial congrès de Venise, où il y a eu des énormes débats d'architecture entre les culturalistes, les modernes, les machins, les trucs. Et donc, en tous les cas, ces architectes-là qui discutaient d'architecture ne discutaient pas de leur architecture. Ils discutaient d'architecture. Quand le type parlait de culture, il parlait de culture de la société. Ce qu'on a perdu après, c'est que l'architecture est devenue une affaire d'ego et une affaire de signature. Je veux dire, aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce que doit célébrer l'architecture. Est-ce qu'elle doit célébrer l'architecte qui l'a fait? Est-ce qu'elle doit célébrer celui qui a commandé le projet? Ces questions-là n'étaient pas importantes dans les années 70, 80 et 90. On faisait de l'architecture pour des convictions philosophiques ou je ne sais pas quoi. En tous les cas, c'est comme ça que je ressentais les choses. Quand j'écoutais Henri Siriani parler, ou là Yves Lion, ou là, il n'y avait pas derrière « Regardez-moi, je suis le meilleur architecte ». C'était pas ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait d'un logement de 60 mètres carrés? Comment est-ce qu'on peut lui donner de la gueule? Comment est-ce qu'on peut donner l'impression qu'il fait 80 au lieu de 60? Et pour le bonheur des gens qui vont habiter, c'était ça les questions qui étaient importantes. Quand on compare le Jean Nouvel de cette époque-là qui a fait Nemosus à Nîmes, il a dessiné des logements sociaux fabuleux, je veux dire, des espèces de garages en double hauteur où tu pouvais aménager ce que tu veux, avec des espèces de très très grosses coursives
Le bâtiment est d'une horreur absolue, mais d'une ingéniosité et d'une générosité incomparable. Entre ce Jean Nouvel et celui qui a fait la Rose des Sables à Doha, je veux dire, il n'y a pas photo. Je veux dire, celui qui a fait la Rose des Sables à Doha ne sert à rien. Je veux dire, à part célébrer que c'est l'un des plus brillants architectes de sa génération et donner à Doha l'illusion d'être des gens de culture. Ben, je veux dire, à part ça, quel est l'intérêt de cette affaire? Rien. Alors que les logements qu'il a dessinés à Nîmes, c'est autre chose. C'était la seule fois où on parlait de logement social en mètres cubes, pas en mètres carrés. Et ça, c'était important. C'est la troisième dimension. C'est ça, il y avait du volume. C'était plus un logement de 60 mètres carrés, c'était un logement de 200, 300 mètres cubes. Et le changement de paradigme était important. Ces expériences-là n'ont pas vu le jour, il n'y en a pas eu des tonnes, mais j'ai beaucoup de respect pour ces architectes qui sont allés chercher dans des pistes comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a toujours une part d'ego, mais il y a des questions qui dépassent l'ego. Un type comme Henri Siriani, il est certainement insupportable, mais on peut pas ne pas le considérer comme étant un des plus généreux architectes de sa génération, en termes de formation, en termes de boulot, en termes de dessin, en termes d'agence, en termes de participer au débat public, en termes de... Il n'y en a pas beaucoup, hein, comme lui. À l'époque, nous c'était Castro, machin, tu vois. L'architecture, c'était quelque chose, j'allais dire, de politiquement correct ou incorrect, mais ils étaient là pour participer au débat public. Ils passaient pas leur vie dans les salons et avec Vuitton, quoi. Je veux dire, c'est pas... Voilà, donc Anna, je fais partie de cette génération d'architectes. J'ai été formé avec ces architectures et ces architectes. Et donc, ça faisait écho à mon idée, à l'idée que je me faisais d'être architecte dans mon pays. Je me situais dans des combats parallèles, c'est-à-dire Roma, ils étaient là pour essayer d'offrir du logement social de qualité, d'offrir de l'école de qualité, de l'université de qualité, de l'urbanisme de qualité, en sortant des grandes machines qui fabriquaient du logement social et la rôle. Et donc je voyais une situation, je suis à parallèle. Là, on débarquait, on n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait construire des logements, construire des équipements. Le métier venait d'exister, on avait encore, j'allais dire, un délai de grâce avant que ça devienne merdique. Et donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, c'est peut-être notre mission à nous de mettre ce métier-là sur les rails. Et c'est comme ça que j'ai vécu les 10 ou 15 premières années de ma vie d'architecte. Après, effectivement, j'ai eu des petits résultats intéressants qui m'ont conforté. Je veux dire, j'aurais galéré pour avoir mon premier projet, peut-être que je serais parti, mais le fait d'avoir eu le premier projet dans les conditions Hadouk, c'est-à-dire dessiner un projet d'archi, puis essayer de le réaliser comme il a été décidé, et puis il se termine, après ça devient quelque chose d'assez intéressant pour les Sétifiens qui ont un nouveau bâtiment, d'assez intéressant pour celui qui utilise le bâtiment. Voilà, donc tu fais un bâtiment qui rentre tout de suite dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, il est toujours pas clôturé. Il est toujours pas clôturé. C'est une victoire. Tu te dis, c'est pas mal, quoi, je veux dire, comme récompense. Je veux dire, c'est pas tous les architectes de France ou de Navarre, quand ils font un bâtiment, le bâtiment, il a cette importance dans la société, d'être venu au moment où il est venu et de suggérer plein de choses pour beaucoup de monde. Un beau bâtiment parmi tant d'autres. C'est-à-dire que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'architectes, de jeunes étudiants qui peut-être étaient paumés dans les années 90, quand je faisais le tournée des ateliers, que j'exposais ce petit bâtiment et que je racontais l'histoire du bâtiment. Il y en a certainement beaucoup qui ont dû se dire, eh ben, c'est Marham l'a fait, c'est qu'on peut le faire, c'est possible. Et là, c'est un bâtiment. En 2024, on continue. On continue d'en parler, tu vois. Ah, oui. Et c'est ça qui fait la magie de ce métier ici, dans des circonstances qui m'atteignent. Parce qu'il y a tellement à faire et on a tellement soif de choses qui soient correctement faites, correctement expliquées, correctement transmises, qu'on se dit, c'est quand même une mission que tu ne peux pas avoir ailleurs. Je veux dire, pas... Ce que vous avez dit maintenant que si on l'a fait, donc on peut le faire. C'est ce qu'on parlait d'ailleurs ce jour-là. On ne voyait pas qu'on pourra faire de l'architecture ici en Algérie.
Je vais pas vous raconter, je vais pas vous raconter des histoires, c'est de plus en plus compliqué. Pour la simple raison qu'on a le problème de la commande publique. Et que la commande publique, elle n'arrive pas encore à avoir elle n'a pas une exigence de qualité. C'est quand même dramatique que l'exigence de qualité n'accompagne pas les projets publics. Quand on lit les cahiers de charges, on vous demande tout, mais il n'y a aucune garantie de qualité. C'est-à-dire, il y a des mots creux pour parler d'architecture. On vous demande d'avoir un photocopieur, une voiture, un machin, un truc, etc. Mais les conditions dans lesquelles sont octroyés les projets, manque de transparence, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas. Et donc, la qualité est absente de la commande publique. Après, la qualité absente de la commande publique, on retombe sur un autre sujet, c'est celui de la gestion de la chose publique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de qualité dans la commande publique? C'est de l'argent public. Et donc, théoriquement, le citoyen peut exiger qu'il y ait de la qualité, parce que c'est de son fric qu'il s'agit. Qu'on fasse un commissariat, un hôpital, un machin, un truc, c'est de l'argent public. Et il y a l'argent public, mettez-le comme il faut et donnez-le au meilleur architecte et à la meilleure entreprise. C'est là où on a des soucis qui sont de l'ordre des soucis d'arbitrage démocratique. C'est-à-dire, au bout d'un moment, la qualité, ça doit devenir une exigence démocratique. C'est-à-dire, en France, la qualité, elle n'est pas sortie de terre. Ils ont une culture architecturale, mais quand un type comme Mitterrand est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec ce renouveau de l'architecture, avec les architectes de gauche, avec toutes ces idées-là, que l'architecture pouvait transformer le monde et qu'il fallait rentrer dans son siècle. Il y a quand même eu une décision politique. Un type comme Siriani n'aurait pas existé sous Chirac, je veux dire, c'est juste impossible. Il a existé sous Mitterrand. Un type comme Jean Nouvel a existé sous Mitterrand. Un type comme Castro, il a conseillé Mitterrand. C'est-à-dire qu'il y avait un vent d'ouverture politique et le beau socialisme de l'époque, le Hagpil, avec des architectes qui avaient aussi des tendances de gauche, et donc il y a cette conjonction qui a fait qu'il y ait eu tout ce progrès architectural, notamment en matière de logement et d'équipement public. La loi MOP, elle date de 77 ou la 78, mais elle a été appliquée avec brio à partir du moment où les socialistes ont pris le pouvoir. Et donc, les socialistes voulaient démontrer que l'architecture était à la portée de tout le monde. La belle architecture n'était pas une affaire d'argent, c'était une affaire de décision politique. L'architecture était à la portée de Shabga. La belle architecture, ce n'était pas une affaire d'Al-Merfin. Cette idée-là que la qualité architecturale est une qualité démocratique qui doit exister partout et pour tout le monde, c'est ça qui fait pousser l'or. Là, on est dans la situation où on pense qu'on a des soucis de... Même pas. On pense qu'on a des soucis de quantité et donc le discours sur la qualité est un discours de bourgeois. Après, il y a une phrase que dit mon ami Jafar Lespet, on ne saura jamais ce que coûte un logement gratuit. Combien ça coûte cher de donner un logement gratuit. Et donc voilà, c'est cette idée-là que l'architecture est aussi, la qualité architecturale, la qualité de nos villes. Est-ce qu'on a une prise sur la ville? On n'en a pas. Est-ce que le maire de là où tu es, il te demande ton avis sur ça ou ça ou ça? Est-ce que lui-même a une capacité d'agir sur le territoire? Pas vraiment. Quand dans un petit bout de village de je ne sais où, le Wali décide de mettre 300 logements sociaux, c'est pas le maire qui va lui dire tu vas me déglinguer les équilibres de mon petit village, mais dire les 300 ou 400 logements sociaux là. Donc tu mets un petit village de faire 300 maisons, tu ramènes un projet de logement de 500 logements sociaux, c'est atomique, je veux dire. Et donc, cette idée que la chose publique, que le territoire est un bien commun et qu'on devrait commencer à le gérer avec des arbitrages démocratiques, fait partie du processus de la qualité. La qualité, soit elle se décide par un pouvoir dictatorial intelligent, éclairé, et ça, je pense que c'est encore plus compliqué à trouver qu'une situation démocratique, soit ça se décide par des arbitrages démocratiques et une société qui veut aller de l'avant et qui pose les règles de la qualité. Vous pensez que c'est possible? Oui et non. Alors, oui et non.
c'est assez compliqué. Il faudrait attendre que... C'est-à-dire, il y a aujourd'hui quelques acteurs privés qui sont à la recherche de la qualité. Donc, ça peut un peu faire avancer la question de la qualité. En fait, il faudrait que l'État s'arrête de construire. Voilà. Il faudrait que l'État passe la main. Si l'État passe la main et que ça devienne une affaire de privé, et une affaire d'économie privée, il y a peut-être une chance qu'il y ait dans ce souci de l'économie privée, c'est pas garanti, mais qu'il y ait quelques ingrédients de qualité parce que on n'a jamais mieux fait que la concurrence pour que les choses avancent. Après, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de me dire, si on ne résout pas la question politique, c'est assez compliqué de résoudre les autres questions qui en découlent. C'est-à-dire que si on a une politique informelle, une économie informelle, c'est compliqué que le cadre bâti soit autrement qu'informel. Et la non-qualité fait partie aussi des ingrédients de cette histoire de que chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Je veux dire, c'est là où tout se rejoint. C'est là où on se retrouve. En même temps, c'est assez excitant parce qu'on est à l'intersection de tous ces phénomènes. Pour le moment, on n'a pas encore parlé d'archi, on a parlé de tout, mais on est en train de parler d'architecture. Mais en même temps, on se dit, putain, il faudrait quand même une révolution qui dépasse l'architecte pour que l'architecte se retrouve en situation de pouvoir faire son métier. Donc il y a des choses qui sont épuisantes, fatigantes, très grandes, et il y a des choses qui sont excitantes parce qu'on se dit, si ce bâtiment, il allait faire étincelle, et si j'arrive à décrocher un plan d'urbac, j'arrive à le mettre en place, ça va peut-être métastaser dans le bon sens, voilà. Et, oui, on a la maîtrise de rien, mais on a le pouvoir sur tout. Mais il faudrait que les choses marchent, il faudrait que ça arrive. Super. Donc pour la deuxième fois, vous venez de déconstruire plusieurs idées. Merci. Je vous en remercie. Non, je ne déconstruis pas. Je veux dire, chacun sa merde, quoi. Ah oui. Anna, j'ai 60 ans, donc à 60 ans, j'espère qu'on peut déconstruire un certain nombre de choses. Ah oui. Il y a un peu plus de lucidité à 60 ans qu'à 30 ans. Mais, je veux dire, vous ne pouvez pas vivre les combats des autres, il faut vivre vos combats à vous. Et après, le monde est ce qu'il est. C'est-à-dire le monde n'est pas le monde d'aujourd'hui. Pas uniquement l'Algérie, je parle du monde entier. À l'époque, il y avait des communistes, des socialistes, des capitalistes, il y avait des idéologies, il y avait des orientations, il y avait des paxistes, des socialistes, des gens de droite. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a l'argent et le reste. Et dans cette histoire qu'aujourd'hui, il y a le capitalisme pur et dur et le reste, eh ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs qui ont construit des peuples qui ont disparu. Et donc, moi le premier, j'ai assez de mal à me retrouver dans les valeurs d'aujourd'hui, aussi bien les valeurs que véhicule l'architecture. Quand tu vois les bâtiments qui se font, souvent je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas, c'est quoi le truc, quoi. Après, voilà, après il y a comme ça, des tendances lourdes. J'ai discuté avec mon ami secrétaire général des architectes français à l'export, qui était dégoûté. Parce que moi, ils font tous les 2 ans, ils font le prix de l'AFEX, des architectes français qui construisent à l'étranger. Je me rappelle avoir participé à un jury en plein Covid, ça devait être 2020 ou 2019. J'avais participé à un jury de l'AFEX à partir d'Algérie et on avait primé Architecture Studio pour un tout petit bâtiment à Buenos Aires. Très très beau bâtiment, mais d'une finesse absolue. Alors j'ai appelé, alors qu'est-ce que ça donne l'AFEX et tout? Tais-toi. Maintenant, les architectes, ils mettent 3 bambous, 2 roseaux, 3 marches en pierre et 3 toiles. Ils te disent c'est de l'architecture. Il n'y a plus personne qui construit en béton. Il n'y a plus personne qui veut faire un bâtiment. Voilà. Et donc, voilà, on est dans cette espèce de tendance à la frugalité. Le métier est en train de changer de nature. Est-ce que c'est sérieux? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est des choses
qui sont pour moi de la science-fiction, compte tenu qu'on est dans des besoins qui sont largement plus compliqués que ces histoires de construire 3 bambous et 2 morceaux de chiffon. Je veux dire, qu'il faut construire des villes, qu'il faut construire du logement, qu'il faut construire des équipements. Et on a l'impression d'être les derniers à devoir construire toute cette masse de bâtiments et qu'on n'arrive plus à correspondre. On n'arrive plus à correspondre. Voilà, le monde est en train de changer. Vous allez vivre un métier, pas comme nous on l'a vécu. Je parle du monde. Donc vous devez, tout Magalit, affronter un peu ce qui se dit et ce qui se fait. Et c'est une problématique qui est nouvelle. Après, le drame des problématiques, c'est qu'on les importe sans vraiment peser le pour et le contre, je dirais. Et de rester paumé à essayer de poser une problématique qui ne nous ressemble pas, qui n'a pas prise sur le territoire, ni sur les conditions économiques, ni sur les conditions sociales, et de se dire, jamais je pourrais faire d'architecture parce que je ne peux pas poser 3 bouts de bois, de chiffon et une toile cirée, personne n'en veut. Et donc tu vas rester frustré. Donc le problème qui s'est posé pour nous, pour dessiner de l'architecture avec des mots d'architecte alors qu'on ne nous demandait rien du tout, va se poser pour vous, mais en d'autres termes. Quel type d'architecture est-ce que vous allez réussir à la faire, l'architecture qui vous semble importante? La faire et la défendre. La faire et la défendre. Mais je crois que tous les architectes ont ce problème, avec un peu plus d'acuité dans des endroits plus que d'autres, mais ça reste quand même une question d'engagement et de bagarre. Je veux dire, c'est pas... On ne vous donne pas Même si la loi vous consacre maître d'œuvre, ça ne tombe pas du ciel. Il faut se bagarrer pour faire vivre ce droit. Et si possible, ne pas utiliser le droit mais de t'imposer en tant qu'acteur qui apporte une plus-value. C'est comme ça qu'on peut se faire respecter. Pas uniquement parce que la loi oblige les gens à passer par un architecte. C'est-à-dire, il faut vraiment... Après, dans des pays comme les nôtres, les architectes, je pense, doivent participer au débat public sur les questions qui dépassent l'architecture, je veux dire, parce que l'architecture, c'est pas uniquement construire des murs, on est en train de construire une société, sur quelle base, sur quelle valeur, économiquement, comment on fait. Et donc, ce que je trouve un peu terrible, c'est qu'il y a de moins en moins d'architectes dans le débat public, et les architectes aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une affaire de génération ou d'intérêt, ne semblent pas s'intéresser à autre chose qu'à l'argent. C'est quand même terrible, je veux dire, il y avait plus de débats d'architecture quand il n'y avait pas d'argent, quand tous les architectes étaient, j'allais dire, des commis de l'État, gars inféodés au parti unique. Il y avait plus de débats dans les qasma du FLN sur l'architecture que quand maintenant, on a gagné en liberté, on a un ordre des architectes. C'est quand même terrible qu'on ait vendu notre conscience contre des honoraires. On peut faire les deux. Bien sûr, on peut faire les deux, il ne faut pas avoir honte de faire les deux. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir honte d'être un architecte bien installé. L'essentiel, c'est que tu payes tes impôts, tu as des emplois, tu participes économiquement. Il n'y a pas besoin d'être misérable pour être architecte. Ce n'est pas de l'argent volé. Mais ce n'est pas parce que tu gères ta vie de ce côté-là économiquement que tu dois forcément t'arrêter de débattre et de t'opposer à un certain nombre de questions et de poser le débat sur l'architecture, sur l'urbanisme et sur la démocratie en général.